Bonjour, je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs, ainsi qu'à vous, chers. Moi, je m'appelle Fatou Diop et j'ai été co-diplômée à l'Université de Lille 1 en partenariat avec l'École supérieure polytechnique de Dakar, ESP Exane Sud. Donc, je m'étais spécialisée en commerce, management des affaires internationales et plus particulièrement en marketing. Donc, j'ai eu un diplôme en sciences et techniques de gestion. Mon baccalauréat, je l'ai eu à Anne-Marie Javoué de Dakar. Donc, mon premier... Vous avez un bac littérature? Un bac L, oui. Mon premier roman est paru en octobre 2014. Il s'appelle Kuching, à Harmattan, Sénégal, et même à Paris. Et actuellement, en 2020, autant pour moi, en septembre 2020, j'ai publié Le Venin du Destin. D'accord. Donc, on peut dire que vous avez à votre actif 2 romans. En effet. En effet. Et votre dernier roman porte le titre Le Venin du Destin. En effet. N'est-ce pas? Pouvez-vous revenir sur ce titre-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré, n'est-ce pas? Le venin, n'est-ce pas? Le venin du destin. Ben, comme j'ai coutume de le dire très souvent, le venin traduit déjà quelque chose qui n'a absolument rien de bon. Il est mortel, hein? Il est non, certainement pas comme celui d'un serpent, oui. Mais il est quand même nuisible. Donc c'est juste pour dire quelque part que c'est un destin qui n'a pas du tout été facile, un cheminement cahuteux, parsemé d'embûches, et malheureusement le personnage principal a dû endurer tout cela parce que tout simplement c'était son destin. Donc nous parlons de destin en tant que croyants, destin qui sous-entend quelque chose qui a déjà été prémédité, quelque chose qui a déjà été écrit en fonction de notre Dieu, le plus grand, l'unique. Et donc Bintou, le personnage principal, était sur ce condamné bien sûr à vivre malencontreusement certains phénomènes assez nuisibles. Mais il fallait quand même qu'elle le vive parce que c'était écrit, c'était prédit, c'est son destin à elle, bon ou mauvais, c'était son destin à elle. Et quelque part, qui n'a pas du tout été, ça n'était pas du tout du gâteau, et du coup, je l'ai appelé comme ça, le venin du destin. Le venin du destin. Un destin, entre guillemets, que j'espère que personne, aucun d'entre nous, bien sûr, n'aimerait vivre. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je n'aimerais pas être à sa place. D'accord. Vous présentez, n'est-ce pas, l'héroïne, n'est-ce pas, Bintou Sarr, si je ne m'abuse, comme étant une fille rebelle et belliqueuse. Donc, est-ce à cause de ce comportement, n'est-ce pas, belliqueux et rebelle, est-ce à cause de ce comportement-là qu'elle a été choisie par le djinn? Pour en venir sur ce point, l'attitude de rébellion, du fait qu'elle soit également belliqueuse, donc bien sûr ça entre en parallèle avec les djinns. Parce que c'est un comportement qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Donc, comme je l'ai si bien expliqué dans le roman, ça date depuis sa toute tendre adolescence, depuis son enfance. Donc, du moment que c'était constant, on se dit forcément qu'il y avait un problème. Mais personne ne pouvait s'imaginer cela, personne ne pouvait s'imaginer le véritable problème. Et le problème en était tel que, voilà, elle n'était pas elle-même maîtresse de ses actes. Quelque part, elle était téléguidée par un être surnaturel qu'elle-même n'aurait pas pu deviner, et encore moins les gens de son entourage. Et on peut dire en quelque sorte que ce comportement, voilà, était bien sûr l'œuvre de l'être surnaturel, maléfique, qui se cachait derrière elle. Parce qu'elle, au final, ce n'était qu'une enveloppe corporelle, quelque part un pion qui était juste manipulé. Voilà. D'accord. On sait que au Sénégal, quand même, dans nos différentes sociétés, nous avons quand même pas mal de croyances.
Et parmi celles-ci, n'est-ce pas, on peut dire que le surnaturel occupe une place quand même assez importante, n'est-ce pas? Donc j'ai juste envie de vous demander, est-ce que l'histoire que vous racontez dans votre livre, le Venin du Destin, est-ce une fiction ou bien des faits tirés comme des faits réels, n'est-ce pas, tirés d'une histoire quelconque que vous avez peut-être vécue ou bien que vous avez quand même constaté dans votre entourage? Je vous remercie pour la question. Et par rapport au fait que ça soit ou pas une fiction, je peux dire que d'emblée, oui, c'est une fiction. Mais aussi, je me suis beaucoup plus inspirée de la réalité. Donc ça, c'est le quotidien d'ailleurs de tous les jours. Hein. Ce n'est pas comme mon premier roman où on ne parle pas tous les jours d'une maladie sortie de nulle part et qui se manifeste qu'une fois par an. Non, parce que si vous avez côtoyé les établissements, dans les lycées par exemple, nous avons pour habitude de voir des filles qui tombent comme des mouches. Des crises souvent classées comme épileptiques, Oui. comme jugées comme étant des crises d'épilepsie. Oui. Et dans le fond, si on creuse encore plus loin, ça dépasse l'épilepsie. Parce que du moment que ça dépasse même des médecins qui, après une consultation, ne voient absolument rien du tout. Oui. Donc, nous sommes en Afrique, bien sûr, nous avons nos réalités, comme vous venez de le dire. Et donc, le dernier recours serait tout simplement d'emmener, au fait, le patient ou bien la victime auprès d'un guérisseur pour que lui-même il puisse au fait savoir ce qu'il se passe exactement avec cette personne. Et donc le guérisseur qui bien sûr voit beaucoup plus loin que le médecin, lui il sera en mesure au fait de déceler, de cerner au fait ce qu'il se passe. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Tiens, c'est un djinn qui se cache derrière ce phénomène, oui. Ces crises. Quelque part, vous pouvez y croire en tant que musulman, en tant qu'Africain, parce que de base, le djinn, il existe dans le Coran. Donc, c'est reconnu. Donc, il y a ça. Et de fait, si, bien sûr, on sort du monde spirituel Oui. pour se rendre au monde réel et tout, et qu'on parle de ça, ceux qui n'y croient pas, donc, bon, indépendamment du fait de vouloir faire un quelconque reproche à qui que ce soit, ils ne sont pas obligés de nous croire, au fait. Bien sûr. Voilà. Et bien entendu, automatiquement, on est marginalisé et automatiquement, on nous prend en quelque sorte pour des fous ou bien des folles. Parce qu'il est beaucoup plus facile, au fait, de marginaliser la personne, de lui coller une étiquette comme quoi cette personne, elle n'est pas normale. Voilà, que d'essayer au fait de puiser encore plus loin et de venir en aide à cette personne. C'est malheureusement ce qui manque en Afrique. Donc ce degré de compréhension. Et c'est ce à quoi j'ai voulu faire appel ici même dans ce roman. Parce que si vous lisez bien en fait le contenu, le personnage principal, il a énormément souffert. Bien sûr, bien sûr. Énormément. Bien sûr. La fille, vous vous rendez Donc, compte. Vous voulez en fait dire en quelque sorte que la raison, n'est-ce pas, à elle seule, ne suffit pas pour expliquer quand même, comment dirais-je, l'histoire de Bintou Sarr. Et derrière cette histoire de Bintou Sarr, n'est-ce pas, vous entrevoyez d'autres histoires, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans les écoles sénégalaises, où il est récurrent quand même de voir des jeunes filles qui perdent connaissance, n'est-ce pas. Et une fois présentées devant un médecin, n'est-ce pas, donc il est parfois difficile quand même de pouvoir faire un diagnostic correct, n'est-ce pas. À la fin, les gens disent, bon, voilà, cette personne n'a rien. Et vous pensez qu'il faut pousser le bouchon plus loin, n'est-ce pas, en retournant dans nos traditions et nos croyances. Est-ce vraiment un appel que vous faites, n'est-ce pas, à ce qu'on retourne par rapport à certaines croyances qui sont quand même plus ou moins oubliées ou bien délaissées de nos jours? En effet, je fais appel à cela parce que de toute façon, on ne peut passer outre au fait nos croyances. On ne peut passer outre nos us et coutumes. C'est impossible. Nous sommes en Afrique. Que même en dehors de l'Afrique, on prend l'avion même, on voyage, les réalités seront toujours là. Ça, c'est sûr. Oui. Et je suis même allée jusqu'à dire que on peut même,
il y a même des étrangers, des gens qui ne sont pas du tout africains, voilà, et qui peuvent avoir ce genre de problème. Mais bien sûr, ils ne le sauront certainement jamais parce que tout bonnement, la base, c'est la foi. Il faudrait d'abord y croire. Donc, pour pouvoir s'aider, il faudrait d'abord accepter ce qu'il se passe. Le médecin, s'il ne sait pas, par exemple, ce qui t'arrive, s'il n'a pas une once d'idée au fait du mal qui t'accable, il ne peut pas te soigner. Bien sûr. Si d'emblée toi-même, tu ne peux pas au fait accepter ce qu'il se passe, les membres de ta famille, encore moins, ils se disent que c'est de la foutaise. Ils ne vont jamais t'aider. Ou bien elle fait ses petites, elle fait ses caprices. Oui. Voilà. Oui. Les médecins seront les premiers à vous traiter d'impoli ou bien de filles capricieuses ou bien même aller savoir encore. Les médecins seront les premiers à, surtout si on est en âge d'ado malheureusement. Bien sûr. Là, on a tendance toujours à croire qu'elle essaie d'attirer l'attention, par exemple. C'est fréquent. Or, il y a des cas comme ça, mais il y a également des cas où la personne elle est sincèrement malade. Et malheureusement, pour le déceler, il sera très difficile parce qu'on est déjà figé, on est carré. L'Africain, il est carré, excusez-moi du terme, particulièrement le Sénégalais, il est carré, donc qu'est-ce que vous entendez par il est carré? Il est carré, c'est-à-dire il se fait une fixation, il est figé, donc voilà, il n'essaie pas de pousser le bouchon un peu plus loin. Vous voulez dire qu'il vit avec ses préjugés, c'est ça? Il vit avec ses préjugés, exactement. C'est pour préciser par rapport à ceux qui nous regardent, que les gens ne pensent pas que vous donnez une connotation négative, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux expliquer davantage par rapport à ça. En effet. Oui. Donc ce qui serait mieux au fait, c'est tout simplement d'essayer de chercher, de chercher encore plus loin. D'accord. Certes, on ne peut pas forcément se fier seulement qu'à la médecine moderne, mais aussi il faudrait faire face à la médecine traditionnelle. D'accord, d'accord. La cohabitation entre les djinns et les êtres humains semble une cohabitation quand même, disons, difficile, pour ne pas dire dangereuse pour l'être humain. Donc, mais parallèlement aussi, il est de coutume d'entendre, n'est-ce pas mal de croyances en Afrique, des gens qui disent qu'ils ont, ou bien qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à l'aide des djinns. Donc les djinns peuvent à la fois être des partenaires ou bien peut-être des ennemis entre guillemets, n'est-ce pas, de l'être humain. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bien entendu. Donc comme je l'ai dit, à la base, les djinns, ils existent, ça c'est sûr. En tant que croyante, je dis que le djinn existe. Et je le dis, je le signe et je persiste. Parce que tout simplement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ma religion qui le dit. Donc, on ne va pas se demander si ils existent, ils n'existent pas. Non, ils existent, c'est sûr, parce que c'est le Coran qui l'a dit, ce n'est pas moi. Maintenant, du reste, au-delà du Coran, il y a les djinns bons comme les djinns mauvais. Voilà, textuellement, comme nous les humains, il y a des humains pieux, croyants, d'autres qui sont des... qui le sont moins, qui ne le sont même pas, qui sont des athées ou bien qui bien sûr même qui sont mauvais aussi. Voilà, et attention, hein, être athée ne signifie pas être mauvais. Non, aucunement. C'est très important de clarifier. Oui, je clarifie. Vous n'avez pas vraiment raison. Maintenant, pour en venir à ce que vous venez de me poser comme question par rapport à ces djinns qui, bien sûr, aident parfois certaines personnes à même à accéder au pouvoir, bien sûr, à avoir une certaine richesse. Voilà, des djinns parfois qui vous ouvrent des portes de la réussite. Donc, bon, ça également sont des phénomènes assez fréquents et connus. D'accord. Mais je vais juste préciser une chose. Allez-y, s'il vous plaît. Là, ici, le seul grand, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il est le seul apte à, en fonction de moi, ce que je crois, allez-y. il est le seul apte à nous satisfaire en fonction de tout ce qui est pouvoir, réussite. Donc, des choses, bien sûr, que je relègue au second plan, d'ailleurs, au second degré, parce que voilà. D'accord. Mais d'emblée, les djinns, d'abord, un djinn
généralement, avec lui, c'est donnant-donnant. Oui. Voilà. D'accord. Je te donne la richesse en échange, par exemple. Oui. Tu me donnes un des membres de ta famille. Ah. Hélas. Et donc, je vous repose la question, selon vous, vous croyez vraiment que ça, c'est le djinn, il rend service comme ça? Pour ma part, il t'ouvre les portes de l'enfer. D'accord. Ça, c'est clair. Parce que s'il était juste question parce que quand on offre, on ne demande rien en échange. Bien sûr. Mais à tous les coups, ils ne font vraiment rien pour rien. C'est un pacte. C'est un pacte, effectivement, un pacte. Un pacte, quand on parle de pacte, c'est donnant-donnant. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je te confie la richesse, je te confie le pouvoir. Toi, en retour, oui. tu m'offres un membre de ta famille, Ok. en sacrifice. Ouais. Ou bien même, qui sait, tu peux m'offrir ton enfant. Ouais. Voilà. Hélas. D'accord, en tout cas, c'est quand même très, très intéressant de vous entendre, n'est-ce pas, revenir un peu sur votre roman, que je rappelle d'ailleurs, qui porte le titre Le Venin du Destin. Et nous invitons, n'est-ce pas, nos internautes, les téléspectateurs, à aller quand même creuser dans ce livre, parce que quand même, il y a matière à faire. Et aussi, ça permettrait aussi d'avoir une meilleure compréhension n'est-ce pas, de certaines croyances africaines. Mais au-delà, Madame Diop, n'est-ce pas, Fatou, nous avons constaté que vous avez un Master 2 en marketing. Donc, normalement, vous n'êtes pas prédestiné à épouser la littérature. Donc, pouvez-vous nous dire d'où vient cette passion-là pour l'écriture? Cette passion pour l'écriture, je dirais qu'elle est innée. Hein? Je ne parlerai même pas d'acquis, de quelque chose qui est acquis, non, c'est inné, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé écrire. Donc, je me suis toujours amusée à écrire. D'ailleurs, lorsque j'étais dans les petites classes, j'écrivais et puis je passais mes cahiers à mes camarades de classe. C'était agréable. Le cahier terminé, je reprends un autre cahier. Ils étaient même, je me rappelle même qu'une fois, il y a mon professeur de mathématiques qui avait confisqué le cahier. Oui. Si bien que par moments, je perturbais avec mes cahiers là. Okay. Donc, et d'ailleurs, je l'ai dit au tout début aussi, j'ai eu un bac L, donc à la base, j'ai toujours été une littéraire. Oui. J'ai toujours aimé la littérature. Donc, en parallèle, chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait comme études académiques. Oui. Voilà. Donc, c'est une passion. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Je n'en fais même pas un métier. Je dis juste que c'est une passion. C'est quelque chose que j'aime. Donc, d'ailleurs, maintes personnes m'ont interpellée là-dessus, m'ont souvent demandé comment est-ce que je fais pour allier écriture et travail après ce que j'avais comme heure corsée, comme horaire qui n'était certainement pas flexible. Mais quand on aime une chose, on se donne à fond. On se donne à fond, on la fait sans même sentir le poids, au fait. Oui, parce que c'est fait avec passion, n'est-ce pas? En effet. Mais de plus en plus, n'est-ce pas, on note quand même une prolifération, n'est-ce pas, des mouvements féministes au Sénégal. N'est-ce pas, ces mouvements-là qui se revendiquent, n'est-ce pas, de la cause féminine, qui cherchent à remettre, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, à sa place, c'est-à-dire, n'est-ce pas, en lui octroyant pas mal de droits, n'est-ce pas, ou bien en arrachant parfois, n'est-ce pas, au bout de pas mal de combats, n'est-ce pas, des droits, ou bien quand même des choses quand même qu'il faudrait quand même, n'est-ce pas, allouer, n'est-ce pas, aux femmes. Par rapport à ça, bon, en tant que femme de son temps, n'est-ce pas, je voudrais juste vous demander, qu'est-ce que vous pensez du féminisme, n'est-ce pas? Le féminisme. Pour ne pas dire le féminisme à l'africaine, bien sûr. Parce que quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, là, je croyais un peu que vous faisiez référence au... Comment ça s'appelle encore? L'égalité entre les hommes et les femmes. Quelque part, oui. La parité. Oui, bon, en tout cas, ça fait partie des combats à mener, n'est-ce pas? que les féministes mènent. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes une militante ou non?
Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Donc, vous n'avez pas grand-chose à dire par rapport à ça. Comment vous appréciez-vous les mouvements féministes au Sénégal? Pensez-vous que, par exemple, récemment, on voit qu'il y a pas mal de mouvements qui luttent, n'est-ce pas, pour que l'avortement soit carrément légalisé au Sénégal? Non. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. D'accord. Par rapport à ce concept d'avortement, je ne suis certainement pas d'accord. D'accord. Donc, de base, je suis... Donc, vous êtes musulmane pratiquante et bon, donc naturellement, vous n'êtes pas trop pour l'avortement, c'est ça? Indépendamment de ma religion, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec l'avortement. Pas du tout, parce que je considère cela comme un crime. Ok. En tout cas, je ne le conseillerais à personne. D'accord. Donc, vos sœurs féministes prendront acte. Donc, par rapport à, n'est-ce pas, après avoir quand même fait un détour, après avoir fait une lecture, n'est-ce pas, de votre livre et aussi, n'est-ce pas, de votre passion pour, n'est-ce pas, la littérature, entre autres, et aussi après avoir parlé aussi, n'est-ce pas, de ce phénomène quand même regrettable qui est l'immigration clandestine, quel est votre rêve pour l'Afrique, Fatou Diop? Mon rêve pour l'Afrique, c'est que d'abord, que nous ayons d'abord de l'ambition. Et l'ambition commence d'abord par se faire confiance par soi-même. Et essayer par nos propres moyens, par nous-mêmes, d'instaurer au fait de petites entités, de petites entreprises, tout simplement qui vont un jour fonctionner si chacun se pliait à cette tâche. Si chacun s'adonnait au fait à cela, je crois que nous irions beaucoup plus loin. Les Occidentaux, ils ne sont pas plus intelligents que nous, j'en suis sûre et certaine. C'est juste que voilà, ils sont beaucoup plus dévoués que nous. Donc, et de fait, donc il faudrait au fait cesser un tout petit peu d'être paresseux, oui, entre guillemets, parce que c'est ça, c'est quelque part on est paresseux, c'est ça. Et le fait de dire qu'on est paresseux, cela signifie que voilà, on attend toujours quelque chose de l'autre. Qu'est-ce que vous entendez par paresseux quand vous dites les gens sont paresseux, nous sommes paresseux, etc. Paresseux. Parce qu'après, bon, voilà, oui, il est important que vous clarifiez votre position. Oui, je vais le pour clarifier. Quand même lever toute ambiguïté, quoi. Bien entendu. Je dis que l'Africain est particulièrement paresseux parce que tout bonnement, il s'attend au fait à ce que l'autre au fait crée sa propre entreprise, par exemple, pour aller s'adonner là-bas, voilà, et lui dire, tiens, je viens pour te servir mes efforts. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'autre a créé son entreprise, c'est bien beau. Toi, tu peux aller certes fournir tes efforts, c'est bien beau, mais ça doit être sous réserve que toi aussi, demain, tu puisses avoir la même chose que lui. D'accord. Donc, vous prenez l'entrepreneuriat à tout point de vue, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui. C'est très bien beau. En tout cas, oui, c'est votre rêve pour l'Afrique? J'aurais beaucoup plus aimé au fait que nous nous attelions par rapport à ça et que nous puissions tout simplement créer des écoles de formation par rapport qui visent l'entrepreneuriat. Parce que là, en Afrique, ici, au Sénégal particulièrement, ce que je constate au fait, c'est que nous sommes beaucoup plus formés au fait pour servir dans les entreprises. Mais ces entreprises-là, ce sont les gens comme nous qui les ont créées. Oui. La personne qui a créé cette entreprise, elle a une tête comme nous. Bon, elle va à ses occupations comme nous tous les jours. Si les Sénégalais ou bien Sénégalaises comme moi, ils mangent du riz tous les jours comme moi. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas avoir ce que lui ou elle, il a? Très sérieusement, moi, je réfléchis comme ça. D'accord. Bon, mais aussi, bon, il y a parfois une question qui se pose, c'est une question de moyens parfois. Parfois, vous avez le projet, vous avez le savoir, vous avez les compétences, mais vous n'avez pas les moyens de réaliser, n'est-ce pas, votre projet. Oui, par rapport à ça. En effet, il y a le problème de moyens qui se pose, oui, mais on essaie, on commence peu à peu, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il suffit juste au fait d'avoir un petit fonds, oui, pour démarrer, parce qu'on peut démarrer avec, je vous ai donné l'exemple du commerce tout à l'heure. On peut démarrer même avec un montant dérisoire, un montant dérisoire de rien du tout. Donc je peux donner approximativement un chiffre. On peut démarrer avec 10 000.
on ne sait jamais. D'accord, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, Oui, mais il suffit. Mais Oui, si, allez-y, oui. si au préalable, on se fait une fixation, Oui. on n'y croit pas, donc on ne peut pas avancer. D'accord. Donc il y aura déjà le blocage, un blocage qui sera là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup par rapport, n'est-ce pas, à ce rêve pour l'Afrique. Je vous en J'espère que prie. votre message sera entendu. Donc, notre interview quand même tire à sa fin. Et je ne saurais terminer sans vous laisser la parole afin que vous prononciez votre mot de la fin. D'accord. Le mot de la fin, je commence d'abord par, Remercier. par remercier Info Réumi. Voilà, je vous remercie vous par rapport à cette invitation particulièrement. C'est un plaisir. Voilà, je vous en prie. Et surtout, j'invite encore les jeunes à, voilà, je sensibilise les jeunes par rapport à certains actes. Voilà, donc je les invite toutefois, voilà, à se livrer à eux-mêmes par rapport à l'entrepreneuriat. D'accord, d'accord. En tout cas, Madame Fatou Diop, ça a été un grand plaisir, n'est-ce pas, de vous recevoir chez nous Je vous en prie, et le plaisir est de partagé. discuter avec vous. Donc, on va juste rappeler, Madame Fatou Diop a mis sur le marché un roman, n'est-ce pas, très intéressant quand même et très instructif, n'est-ce pas, qui va quand même permettre d'avoir pas mal de découvrir, n'est-ce pas mal de pratiques, pas mal de croyances sénégalaises, pour ne pas dire africaines, n'est-ce pas, dans son, n'est-ce pas, merveilleux roman qu'on appelle Le Venin du Destin. Et vraiment, nous vous invitons à lire ce livre-là, n'est-ce pas. Certainement, vous allez vous y reconnaître. À défaut, vous allez, n'est-ce pas, y reconnaître votre environnement, n'est-ce pas, ou bien des personnes que vous avez déjà côtoyées. Merci à tous de nous avoir suivis.